Bonjour, nous voilà ce matin réunis à deux endroits, donc ici dans la salle du Fonds français et puis derrière l'écran, puisque apparemment il y a plus de 200 personnes qui se sont inscrites pour écouter cette conférence en ligne. Donc ça c'est quand même très intéressant de voir combien de personnes sont intéressées par ce titre qui peut être un peu interrogateur. Manger et cuisiner intuitivement, une autre approche de l'alimentation. Pour cela, nous avons deux experts qui ont des trajets, comme vous allez le voir, tout à fait remarquables, puisque ce sont deux personnes qui sont venues à la nutrition après avoir fait un autre parcours professionnel. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir qu'elles ont décidé de venir à notre métier de nutritionniste par des voies complètement différentes. Vous verrez, on va vous les présenter. Et elles vont nous parler de l'alimentation intuitive pour la première et de la cuisine intuitive pour la deuxième. Alors, l'alimentation intuitive, on va le dire que nous, nutritionnistes, élèves et descendants de Trémolière et élèves, pour ma part, du service du professeur Guigrand et du professeur Badevant, nous en faisons finalement depuis très longtemps, comme Monsieur Jourdain, parce que nous avons appris à nous adapter aux gens, à ne pas être trop dans la restriction et ne pas être dans la restriction du tout d'ailleurs, et peut-être à écouter les patients et vous éviter. Comme disait le professeur Guigrand, ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'être iatrogène en nutrition, c'est-à-dire de les faire perdre du poids peut-être, mais d'éviter qu'elles en reprennent plus derrière. Et c'était quand même ça que j'ai appris lors de toute ma formation et puis par la suite avec les patients. Alors, tout le monde a connu, évidemment, les patientes qui ont des yo-yo, qui sont désespérées parce qu'elles perdent du poids de façon plus ou moins rapide. Et puis, elles vous disent toutes qu'elles en ont repris plus, voire même encore plus que ce qu'elles avaient perdu. Alors, pour cela, nous allons commencer avec Karine Gravel, qui vient du Canada. Qui a complété 2 formations collégiales artistiques avant de devenir nutritionniste. Et elle est docteure en nutrition. Elle a fait une thèse remarquable et d'ailleurs remarquée puisqu'elle a eu le prix Trémolière de l'Institut Benjamin Delessert en 2013. C'est une thèse que l'on peut d'ailleurs lire en ligne. Elle le met dans son site et elle fait un blog qui est absolument passionnant, dont on aime bien recevoir les petits mails. Et elle nous permet de nous montrer ô combien le Canada est en avance, le Québec en tous les cas peut-être, est en avance sur cette prise en charge de la nutrition et de l'alimentation intuitive et combien ça comme vous m'expliquez tout à l'heure, comment ça prend là-bas ce type d'alimentation, ce type d'approche de l'alimentation intuitive. Elle est formatrice pour l'organisme Équilibre. Elle donne des cours à l'université l'université de Montréal. Voilà, voilà, très bien. Et elle va nous raconter tout ça très bien. Voilà. Karine, à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, ici dans la salle et aussi les personnes qui nous suivent en ligne ce matin. Merci aussi au FFAS de nous permettre de présenter ce matin cette conférence. Donc, ici, c'est la page titre de mon site web, mais j'ai été très bien présentée par Dominique Adel-Cassuto, alors je vais passer. Donc, voici le menu pour les 30 prochaines minutes. Alors, je vais vous parler de manger avec sa tête. Donc, pour se mettre un petit peu en contexte, l'alimentation intuitive n'est pas là pour rien. Et j'entends par manger avec sa tête quand ça se passe vraiment tout dans la tête, quand manger devient très cognitif, les effets que ça peut avoir par la suite. Et par exemple, manger avec sa tête, ça peut être suivre une application pour nous dire quoi manger, entre autres. Ensuite, je vais passer quelques mots sur le poids corporel et la perte de poids, la restriction, avant d'arriver dans le vif du sujet, l'origine de l'alimentation intuitive. Je vais vous présenter aussi un résumé des bienfaits de l'approche mesurée par la littérature scientifique.
Je passe ensuite sur les 10 principes de l'alimentation intuitive que je vais voir rapidement. Le parcours du mangeur intuitif, donc je vais m'attarder à certains principes de ce type d'alimentation-là et je vais vous quitter avec des messages savoureux avant de laisser la parole à ma collègue Emmanuelle Turquet. Alors, je commence par manger avec sa tête. Je disais, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Donc, ici, manger avec sa tête, c'est manger selon ses connaissances, selon ses croyances. Donc, quand on a une alimentation comme ça qui est très chiffrée, donc on va se fier aux kilocalories, aux portions, à la valeur nutritive. Donc, manger, ça devient quasiment une transaction. Donc, ça, c'est ma définition de manger avec sa tête. Et on a un sondage qui a été fait au Québec pour le compte des producteurs laitiers du Canada, où on mentionne que 40% des Québécoises se sentent bombardées d'informations contradictoires concernant l'alimentation, concernant les saines habitudes de vie. Et ce bombardement d'informations-là, on peut le qualifier de cacophonie, d'informations, cacophonie nutritionnelle, et ça a des effets là, auprès des consommateurs. Donc, ça peut entraîner de la confusion. Évidemment, quand le discours est contradictoire, ça devient plus difficile d'avoir une opinion. Ça peut entraîner de l'anxiété aussi, l'anxiété de bien manger, de viser parfois la perfection. On peut parler même d'orthorexie et ça peut entraîner aussi du scepticisme. Alors ça, c'est on peut arriver à ne plus rien croire du tout, même l'information qui est basée sur des faits scientifiques. Et le fait aussi d'avoir beaucoup d'informations comme ça peut amener à catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, donc d'avoir 2 catégories d'aliments. Évidemment, il y a des aliments dont la valeur nutritive est plus intéressante que d'autres, ça c'est vrai, mais pas au point de catégoriser comme ça les aliments en 2 catégories. Donc, il y a des nuances à apporter dans l'alimentation, à considérer. Et le fait de catégoriser les aliments comme ça peut entraîner de la culpabilité quand on mange aussi. Donc, par exemple, si on mange des aliments qu'on perçoit mauvais, donc à ce moment-là, on se sent coupable quand on les mange, on n'en profite pas, on ne va pas déguster les aliments. Et tout ça peut mener à un certain désenchantement de l'alimentation qui est repris du sociologue Claude Fischler. Maintenant, ici, je vous rapporte des prises de position, en fait, de l'actualité. La première provient de l'American Dietetic Association et vous allez voir, les autres que je vais vous présenter, c'est québécois. Alors, mais si on veut mieux contextualiser l'alimentation saine et ne pas prendre, autrement dit, une mauvaise route. Voici ce qu'on nous dit. Donc, une alimentation saine ne devrait pas se limiter à la valeur nutritive des aliments, mais devrait être perçue de façon plus globale en incluant aussi la personne et son environnement. Maintenant, on a aussi la vision de la saine alimentation du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui dit, et j'ai 2 extraits, c'est toute la dimension du plaisir associé au repas qui permet d'en retirer la satisfaction, contribuant ainsi à la santé globale. Et on nous dit aussi, en plus de leur valeur nutritive, les aliments véhiculent aussi une valeur gastronomique, culturelle ou affective. Donc, ce que ça veut dire, c'est de ne pas surévaluer les chiffres et de mettre toute l'énergie dans ces informations-là et de considérer l'alimentation de façon plus globale. Et je peux vous faire la réflexion suivante, si vous y pensez. Si les aliments n'avaient pas d'influence sur mon poids, à quel point je mangerais différemment? Donc, pour certaines personnes, il n'y a pas de différence. Pour d'autres personnes, peut-être que les choix d'aliments seraient différents. Ou encore, peut-être qu'on mangerait les mêmes aliments, mais avec la culpabilité en moins. Donc, ça, c'est des possibilités. Je demande toujours ces questions-là à mes clients. Et on peut se dire que si c'est peu différent, bien, à ce moment-là, notre relation, elle est possiblement moins difficile avec la nourriture. Mais si c'est très différent, on peut explorer sa relation avec la nourriture et voir si on se prive ou on fait excessivement attention. Je vais maintenant vous glisser quelques mots sur le poids corporel et la perte de poids.
Ici, je vous présente une image là, de l'organisme Équilibre, donc qui avait été fait dans le cadre de la Journée internationale sans diète, qui a lieu les 6 mai de chaque année. Et c'est le cycle de la privation. Donc, c'est pas anodin. On est dans une société où on vise la minceur, on a des bonnes intentions au départ, mais en voulant perdre du poids, on risque de se retrouver dans le cycle de la privation. Alors, pour vous expliquer brièvement, c'est petit. Donc, on commence par se priver de certains aliments. Et dans mon exemple ici, on se dit, bien, j'aurais bien envie de manger un biscuit, mais oh non, je vais prendre un fruit, c'est moins engraissant. À la deuxième étape, on termine le repas ici insatisfaite, mais on résiste encore. Et à noter, petite parenthèse, que c'est au féminin. Cette image-là, ça ne veut pas dire que ça ne touche pas les hommes, mais le public cible de la campagne de cette année-là était les femmes. Donc, on termine le repas insatisfaite, mais on résiste encore. Donc, on se dit qu'on pense toujours à ce fameux biscuit, mais on va prendre un dessert faible en gras à la place. Et finalement, je ne passe pas tout en détail, mais pour se retrouver que l'envie persiste encore, il y a de la frustration, il y a de la culpabilité qui apparaît. Et on risque de manger rapidement avec culpabilité, on n'en profite pas et finalement la culpabilité revient à la dernière étape et c'est de nouveau reparti. C'est vraiment un cycle. Si on se sent coupable, on est insatisfait, on va chercher à continuer de se priver toujours dans le but de perdre du poids. Donc c'est malheureusement un peu la norme, cette insatisfaction corporelle-là, de vouloir contrôler son poids, de se sentir coupable aussi. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience là, importante à faire au niveau de la privation et des conséquences de constamment vouloir modifier son poids. Et ici, quelques mots sur le poids, les comportements alimentaires. Quand on souhaite maigrir et qu'on y va avec un régime amaigrissant, on se retrouve à travailler seulement en surface. Alors que le fait de travailler ces comportements alimentaires, l'alimentation intuitive est un bon outil. Ça va nous amener à aller voir en profondeur, à comprendre le pourquoi et le comment on mange. Et par exemple, ça peut nous amener aussi à mieux comprendre les raisons qui nous amènent à manger en absence de faim ou encore est-ce qu'il y a des raisons qui font qu'on peut dépasser son rassasiement à certains moments. Donc ça, c'est une attitude gagnante parce qu'on va à la source de la relation avec la nourriture et entreprendre un travail comme ça sur nos comportements alimentaires, bien, ça permet de mieux s'écouter, de se reconnecter et ce n'est pas quelque chose qui a recommencé plusieurs fois dans l'année. J'arrive maintenant à l'origine de l'alimentation intuitive. En fait, officiellement, le premier livre d'alimentation intuitive a été publié en 1995 par 2 diététistes de la Californie. C'est Evelyn Tribol et Elise Resch. Et le livre a été réédité depuis. Et il y a eu un premier article scientifique sur l'approche en 1998. Mais depuis ce temps, la littérature scientifique, là, elle explose. Je vous dirais, depuis la fin de mon doctorat en 2013, là, il y avait déjà des études à ce moment-là. Mais depuis 2014, 15, 16, il y a beaucoup d'études, des thèses aussi sur le sujet. Donc, c'est très intéressant. C'est une approche qui considère les aliments, les émotions, les signaux de faim, de rassasiement et aussi le plaisir alimentaire. Donc, je vous en parle un petit peu plus. Donc, on propose l'alimentation intuitive comme solution de rechange aux diètes amaigrissantes, mais attention, ce n'est pas une approche qu'on doit considérer comme un nouveau régime amaigrissant. Ce n'est pas une méthode de perte de poids. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre de poids, mais ce n'est pas l'objectif premier. Donc, ici, on va s'attarder aux signaux de faim et de rassasiement pour réguler ses apports alimentaires. Donc, plutôt que de calculer des portions et d'aller vers les chiffres, tout ce qui est extérieur à nous, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là, au niveau de nos sensations. Ensuite, les émotions sont considérées. Je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. La régulation du poids, elle se fait à long terme. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de variations cycliques de poids corporel ou de yo-yo lorsqu'on mange intuitivement. Ensuite, le résultat de la démarche, il est mesuré par le processus. Donc, autrement dit, ce n'est pas seulement la balance, le pèse-personne qu'on va considérer là, pour mesurer ses progrès, mais toutes les petites actions qu'on fait, par exemple, mieux écouter sa faim, mieux écouter son rassasiement, ça fait partie du processus et c'est positif.
Il y a la notion d'expert de son corps. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est pas le pèse-personne, c'est pas les régimes amaigrissants qui sont l'expert de notre corps, c'est nous-mêmes. Donc, c'est nous qui sommes les mieux placés, chacun de nous, pour savoir qu'est-ce qu'on ressent. Ensuite, voilà, pour le reste, je l'ai dit. Donc, ici, c'est petit, je vais vous résumer. En fait, c'est pour distinguer la différence entre une approche restrictive et une approche qui est positive. Donc, dans la colonne de gauche, on a l'approche restrictive, le régime. Et si on regarde au milieu, à propos de l'alimentation et des choix alimentaires, si on est dans une approche restrictive, on va se demander, avant de manger, est-ce que je le mérite? Je vais me sentir coupable si je mange des aliments caloriques. Je vais classer les aliments comme étant bons, mauvais, donc il y a 2 catégories. Et je suis en guerre avec les aliments, donc je tente constamment de contrôler. Alors que si je m'en vais dans la colonne de droite, l'approche positive, c'est l'alimentation intuitive. Je vais plutôt me demander avant de manger, est-ce que j'ai faim? C'est ce qui va déterminer, en fait. Est-ce que je vais être satisfaite? Est-ce que ça goûte bon? Et j'ai du plaisir à manger les aliments sans culpabilité. Donc, vous voyez la différence, là, on est vraiment aux 2 extrêmes. Si je retourne en plein centre, à propos de l'activité physique, si je suis dans une approche restrictive de régime amaigrissant, je vais me concentrer sur le nombre de calories brûlées et je vais me sentir coupable si je manque une séance d'activité physique. Alors que si je retourne du côté de l'alimentation intuitive dans la colonne de droite, je vais me concentrer plutôt sur la façon dont l'activité physique me fait sentir, particulièrement sur l'énergie apportée, la libération de mon stress et peut-être dû aux bons effets des endorphines. Et finalement, comment je vais mesurer mon progrès, comment je le vois? Si je suis au régime, je vais considérer comment j'ai perdu de livres, je pourrais peut-être dire kilos. Ensuite, qu'est-ce que les autres pensent de mon poids et j'ai de la bonne volonté. Donc, c'est comme ça qu'on va considérer la vision du progrès. Du côté de l'alimentation intuitive, donc de l'approche positive, je suis concernée par mon poids, mais ce n'est pas mon objectif premier ni mon seul objectif, ce n'est pas mon seul indicateur de progrès. Je reconnais les stimuli internes de mon corps. Ici, c'est que je reconnais les signaux de faim, de rassasiement, et je me fie à ces signaux-là pour avoir une prise alimentaire idéale. Et j'ai confiance en moi et envers les aliments. Donc, il y a un certain lâcher-prise. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits qui sont mesurés là, par la littérature scientifique. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a encore plus que ce que je vais vous présenter, mais j'y vais. Alors, où on voit une relation inverse, donc ici, on voit que plus on mange intuitivement, moins on est à risque d'être en surpoids, plus l'indice de masse corporelle a tendance à être faible. Ensuite, il y a moins d'insatisfaction corporelle et toujours, si je mange de façon plus intuitive, il y a moins de symptômes de désordre alimentaire, moins de comportements alimentaires restrictifs, donc on pense aussi de la privation de tantôt, et moins d'anxiété et de préoccupation à l'égard des aliments. Maintenant, ici, c'est des relations directes. En fait, plus je mange intuitivement, plus je vais avoir tendance à maintenir mon poids ou à en perdre. Ensuite, je vais avoir tendance aussi à avoir une image corporelle qui est positive. Donc ça, c'est intéressant parce que si notre image corporelle est positive au départ, on a tendance à avoir des comportements plus sains au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Ensuite, je vais avoir une plus grande variété alimentaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit aussi dans les études que c'est pas parce qu'on mange intuitivement qu'on a tendance à manger davantage d'aliments gras ou sucrés. C'est pas vrai, ça n'a jamais été mesuré, cette façon de faire-là. Puis, aussi, au niveau de l'activité physique, c'est intéressant parce qu'on va être plus motivé à être actif, mais par plaisir, pas seulement dans le but de contrôler son corps ou de brûler des calories. Et ça a un effet, évidemment, sur la motivation aussi. Et il y a une meilleure sensation de bien-être général là, qui est ressentie. Et par le fait même, on évite aussi les conséquences des régimes amaigrissants lorsqu'on mange intuitivement. Je vais vous parler maintenant un petit peu des principes de l'alimentation intuitive. C'est très petit, c'est une image que vous pouvez retrouver là, sur mon site web. Donc, je vais vous les résumer rapidement. Donc, ici,
il y a 10 principes. C'est ce que je trouve intéressant, moi, lorsque je travaille en clinique avec ces principes-là. C'est comme un canevas. Ça ne veut pas dire qu'on voit tous les principes avec tous les clients. Ça ne veut pas dire non plus qu'on voit les principes dans l'ordre, mais je trouve que c'est intéressant là, de s'en inspirer selon le besoin de la personne. En fait, je vais peut-être voir rapidement avec vous. Donc, on a un premier principe qui est de rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes qui créent de faux espoirs. Donc, souvent, les personnes qui consultent ont fait beaucoup de régimes avant et c'est important de faire un bilan de qu'est-ce que ça nous a apporté à travers les années. Ensuite, on a les principes 2 et 5, en fait, qui concernent les signaux spécifiquement. Le deuxième principe, c'est honorer sa faim lorsqu'elle est modérée. Et le 5e, considérer sa sensation de rassasiement pour savoir quand cesser de manger. Je vais vous montrer tout à l'heure l'échelle que j'utilise pour mesurer ces sensations-là. Ensuite, le 3e principe, c'est permettre de manger tous les aliments souhaités. Des fois, c'est un principe qui surprend au premier abord. Par contre, on remarque que si on se prive d'aliments qu'on souhaite manger, ce que ça apporte, c'est justement une certaine frustration. Donc, tranquillement, si on se prive de manger certains aliments, on travaille à les réintégrer. On a notre 4e principe de cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. On a vu tout à l'heure qu'est-ce que ça apporte au niveau des comportements. Le 6e principe, découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. Donc, les bons aspects, les bons effets de prendre le temps de déguster les aliments, de ralentir le rythme. Et on peut même faire un lien aussi, là, évidemment, avec manger en pleine conscience. Le 7e principe, c'est celui sur les émotions, et je vais y revenir en détail. Et le 8e, c'est celui sur l'image corporelle, donc respecter son corps tel qu'il est au moment présent. Mais j'y reviens aussi pour les principes 7 et 8. Et le 9e, être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids. Donc, encore là, le fait ça ne veut pas dire qu'on ne va pas maigrir, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et il y a aussi le 10e principe, honorer sa santé par ses papilles gustatives par ses aliments préférés. Donc, c'est important de ne pas considérer que l'alimentation intuitive met en opposition le plaisir de manger et le fait de manger sainement. Je ne sais pas ici, mais au Québec, moi, je vois souvent des publicités où on va mettre une... je cherche le mot. On va mettre d'un côté le plaisir alimentaire et de l'autre côté l'alimentation saine, comme si les deux ne pouvaient pas être liés, comme si on ne pouvait pas avoir de plaisir à manger des légumes. Donc, c'est une façon erronée de voir parce que l'alimentation intuitive, elle réconcilie ces façons de voir-là. Donc, ici, le principe 9, je m'attarde un petit peu plus à celui-ci, celui sur l'activité physique, quand on dit qu'on fait l'activité physique non pas pour brûler des calories, mais on fait l'activité physique par plaisir. Et je trouve cette image-là plutôt intéressante. La course à pied, c'est mon sport. Vous avez possiblement le vôtre. Et je sais aussi qu'un fait vécu n'est pas scientifique, mais je trouve ça quand même intéressant de voir cette image-là, puisqu'une image vaut 1000 mots. Donc, ce qu'on voit, comment on se sent avant d'aller faire son sport et après le bien-être là, ressenti. Donc, idéalement, on devrait trouver une activité qui nous procure ce plaisir-là. Maintenant, pour le parcours du mangeur intuitif, ici, je vais revenir plus en détail sur 3 principes de l'alimentation intuitive. Ici, c'est important de savoir que si on a une alimentation qui est très contrôlée, ça peut être insécurisant d'abandonner une situation de contrôle et de s'en aller du côté de l'alimentation intuitive. Mais c'est important de savoir que tout ça se fait graduellement. Hein. L'objectif, si on mange de façon contrôlée et on se dirige vers une alimentation plus intuitive, donc tranquillement, on diminue le contrôle et on essaie de s'écouter davantage. Parfois, évidemment, l'aide d'un professionnel aussi est requise. Donc, voilà. Et comme je disais un petit peu plus tôt en introduction, on va travailler en premier sur les raisons qui peuvent amener à manger en absence de faim. Il y en a beaucoup, donc on va travailler ça. Et les raisons qui amènent à manger au-delà de son rassasiement. Parce qu'en fait, la faim et le rassasiement, c'est ce qui nous indique nos besoins, nos vrais besoins. Donc, il faut voir qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on ne les écoute pas.
ces signaux-là. Et je vous présente ici l'échelle à partir de laquelle je travaille. L'échelle de faim et rassasiement de 0 à 10. Donc, de 5 jusqu'à 0, c'est la faim qui s'accentue. Et de 5 jusqu'à 10, c'est la sensation de rassasiement qui s'accentue. Donc, idéalement, on est attentif aux sensations et au chiffre 3, c'est une faim qui est modérée, donc le moment idéal pour manger. Et du côté du rassasiement, c'est lorsqu'on se sent satisfait, rassasié à 6 et 7. Donc, on travaille ça en clinique. Maintenant, je vous disais que j'allais revenir sur le principe des émotions. Donc, vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture. Donc, manger en réponse à une émotion, ça peut donner parfois l'impression de calmer certaines émotions. Par contre, on sait très bien que c'est une impression, hein, parce que si on n'avait pas faim au départ et qu'on va manger en réponse à une émotion, ça va non pas seulement calmer notre émotion, mais en plus, on va se sentir probablement inconfortable. Donc, par exemple, dans une démarche d'alimentation intuitive, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux émotions? C'est d'abord de tenter d'identifier cette émotion-là qui nous amène à vouloir manger. Quand je vous disais qu'on va travailler à la source, c'est ça. Et quel est le besoin que je tente de combler? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis fatiguée? Et quels moyens je peux utiliser pour combler adéquatement mon besoin? Donc, évidemment, je peux vous donner un exemple simple. Si je suis fatiguée, le moyen que je devrais utiliser, en fait, c'est me reposer. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est important d'aller questionner notre façon de faire et d'aller travailler à la source. Maintenant, respecter son corps tel qu'il est au moment présent, j'aime bien ce principe en fait, où on vise un poids naturel, c'est-à-dire un poids qui va être confortable, qu'on va avoir tendance à conserver là, lorsqu'on mange selon ses signaux et aussi lorsqu'on est actif par plaisir. Donc, ça permet là, de cesser d'être en guerre avec son corps aussi, donc de miser plus sur nos habitudes de vie et le poids va suivre s'il y a une perte de poids qui va se faire. Et ça souligne aussi l'importance de ne pas attendre de maigrir pour profiter de la vie. Moi, j'entends souvent, quand j'aurai perdu mon poids, je vais faire, il y a une liste d'affaires. Hein, je vais avoir un meilleur emploi, je vais voyager, je vais faire plein de choses, mais est-ce que c'est vraiment tout en raison du poids, ces projets-là? Qu'est-ce qui nous limite réellement? Et donc, ce qu'on veut, c'est de s'aimer d'abord et ensuite, ça sera plus facile d'avoir des comportements sains. Donc, de manger par plaisir selon ses besoins, plutôt que d'essayer constamment de contrôler ce qu'on mange, de contrôler son poids et d'être toujours insatisfait. Si je vous présente ici, évidemment, un exemple de diversité corporelle, je vais vous poser la question, d'après vous, qu'est-ce que ces femmes-là ont en commun? Leur poids, c'est ça. En fait, toutes ces femmes-là pèsent 154 livres. Donc, c'est un bel exemple de diversité. Ça aussi, c'est un autre exemple de publicité qui avait été partagée sur les réseaux sociaux. Donc, ce ventre-là, c'est de mes enfants. Ces jambes-là, c'est de mon entraîneur. Donc, qui vise à promouvoir la diversité. Parfois, on pense qu'on n'a pas vraiment de pouvoir envers toutes ces images-là, mais je pense qu'avec les différents réseaux sociaux, on peut aussi dénoncer des situations qu'on juge inacceptables, par exemple des corps qui sont retouchés excessivement. Et je vais terminer ici avec les messages savoureux. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette approche-là? Je pourrais vous en parler pendant des heures, alors c'est seulement un résumé. Donc, l'alimentation intuitive, c'est une approche qui est positive de l'alimentation. C'est différent. Manger intuitivement, c'est différent du fait de ne pas avoir de troubles de comportement alimentaire. On peut ne pas avoir de troubles alimentaires ni une alimentation troublée, mais ne pas manger intuitivement automatiquement. Donc, l'alimentation intuitive, c'est un peu comme un bonus. On peut le voir comme ça. Ensuite, il n'y a aucun effet secondaire à manger intuitivement. Donc, ce n'est pas parce que j'ai trié les études qui faisaient mon affaire, malgré que c'est toujours des études d'association, mais elles vont toujours dans le même sens. Ensuite, on peut considérer aussi, oui, mais on va se faire dire, oui, c'est long, ça nécessite un apprentissage. Par contre, il faut savoir que les changements apportés, ils sont durables à long terme. Donc, chaque petit pas
compte et c'est différent d'entreprendre une diète amaigrissante, arrêter, reprendre et où on n'apprend rien sur soi finalement. Ensuite, la notion d'expert, je vous disais que je l'aimais bien, celle-là. Donc, on est expert, chacun de nous, de nos signaux de faim, de rassasiement, de ses émotions, de ses préférences. Donc, personne d'autre est mieux placé que nous pour savoir ce qu'on ressent. Et il y a aussi le fait qu'on participe activement aux décisions qui concernent ce qu'on mange, qui concernent notre santé. Et ça, évidemment, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous le dit, bien, l'observance est meilleure parce que c'est des décisions qu'on prend puis on sent qu'on a du pouvoir. Et finalement, c'est une approche aussi qui respecte les principes éthiques de bienveillance et de non-malfaisance. Donc ici, bienveillance, bien, on promouvoit ici tout ce qui est le plus avantageux. Et la non-malfaisance, bien, c'est d'éviter de causer un préjudice. Et je crois qu'avec ce qu'on sait des régimes amaigrissants et du taux d'échec qui est très, très élevé et des conséquences autant physiques sur le poids, mais les conséquences psychologiques aussi, à ce moment-là, bien, c'est peut-être pas la méthode la plus saine à adopter au niveau des régimes. Donc, de se retourner vers quelque chose qu'on sait qui va nous faire du bien, qui fonctionne, qui a de plus en plus de littérature aussi, comme l'alimentation intuitive. Voilà, c'est ma dernière image. L'être humain est plus consommateur de sens que de nutriments, qui est une citation de Jean Trémolière. Et je vais laisser la parole à ma collègue Emmanuelle pour poursuivre. Merci. Karine, est-ce qu'on fait une petite question pour en attendant que Emmanuelle parle, ou on posera les questions Est-ce qu'il y a une question tout de suite? Oui, monsieur? On va en poser une et puis après, Emmanuel. Que vous n'avez pas évoqué dans votre exposé, c'est le plaisir et la satisfaction des repas pris en commun avec des gens qu'on aime bien et tous les effets positifs qu'on a pu démontrer. Donc c'est à ce point-là. Et le deuxième point, vous n'avez pas évoqué les effets reconnus comme négatifs du grignotage. Et l'intérêt des repas pris régulièrement et à heure à peu près fixe. Je ne l'ai pas mentionné pour revenir à votre premier point par rapport le plaisir, par rapport au plaisir de manger, la satisfaction. J'ai passé rapidement. Je ne me suis pas attardée afin de respecter mon temps. Comme je vous dis, je pourrais vous en parler des heures d'alimentation intuitive. Donc oui, c'est une dimension qui est très présente. Donc de prendre le temps. Oui, l'aspect de la convivialité fait partie aussi du plaisir alimentaire. Donc c'est important de le considérer. Puis, concernant le grignotage, donc évidemment, c'est quelque chose qu'on va aborder. J'ai souvent des clients qui ont cette problématique-là, mais au lieu d'aller vers une privation, donc de se dire je cesse le grignotage, je coupe ça de mon agenda de fin de soirée. Donc, à ce moment-là, on va se tenter de comprendre qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut nous amener à grignoter en absence de faim? Est-ce que c'est une émotion? Comment on en est parvenu à développer cette habitude-là? Et on va travailler là-dessus. Donc, on va vraiment travailler à la source plutôt que de se priver et après de reprendre les habitudes. Mais c'est sûr que c'est un travail sur le long terme, mais c'est considéré aussi dans le cadre de l'alimentation intuitive. Pour un petit peu répondre, quand on travaille sur les signaux de faim et de rassasiement pour les repas, pendant les repas, parce que moi je commence toujours d'abord par les repas, parce que je me dis, bon, les grignotages, on verra après. Finalement, à force de travailler sur le repas, de se dire j'ai faim, j'ai moins faim, je m'arrête, j'ai pas très faim. Moi, je dis par exemple aux adolescents, au lieu de leur dire arrête de grignoter, je dis fais en sorte d'avoir faim pour arriver à table, parce que maman a préparé. Si elle te voit que tu manges pas, qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, ça met les choses ailleurs, ça les place ailleurs que sur la diététique, la nutrition. Donc, on commence par les repas, on essaye de voir ce qui se passe au repas. Et puis, évidemment, s'il reste des grignotages, par ennui, par sommeil, par fatigue. J'aime bien ton exemple de la fatigue, apprendre à aller se reposer quand on est fatigué. Voilà. Donc voilà. Vous voulez encore une question, madame? Voilà. Et après, Je vais aller un peu vite. Je voulais intervenir sur le grignotage. Il y a du bon grignotage et du pas bon grignotage. Et il faut prendre en compte aussi toute la déstructuration, entre guillemets, des repas
en urbanité forte, enfin je veux dire dans les grandes villes où les gens n'ont pas forcément le temps ou prennent un certain temps pour faire autre chose à l'heure du déjeuner, etc. Et il peut y avoir des grignotages, je ne sais pas, d'amandes, de pommes, de petits bouts, enfin de choses par creux, enfin par petits creux ou par fin. Donc il y a du grignotage compensatoire et il y a du grignotage qui est sain. S-A-I-N et plaisir en même temps. Oui, c'est vrai. Il faut choisir son grignotage. Oui, le grignotage, en fait, je l'avais considéré déjà en absence de faim, mais vous avez raison. Si on a faim à ce moment-là, ben, c'est ça, je ne le considérais pas comme du grignotage, mais c'est de manger en présence de faim. Et pour ajouter, pour compléter aussi l'information là, par rapport à la question précédente, plus on se concentre sur nos signaux de faim et rassasiement, ben, à un moment donné, ces grignotages-là, ben, moi, je vois qu'en clinique, ils finissent par disparaître, un petit peu comme Dominique Adel disait juste avant, c'est comme de mettre l'accent sur autre chose, sur les signaux, puis même que les rages alimentaires ou toutes ces pertes de contrôle-là finissent par s'estomper. Donc ça, c'est bien intéressant. C'est bon? On verra dans le débat tout à l'heure. Donc on va faire venir Emmanuelle Turquet, qui elle aussi a eu un autre parcours pour arriver à la nutrition après, enfin en tous les cas à la cuisine. Emmanuelle, après 15 ans d'expérience professionnelle, tu as l'air toute jeune pour dire qu'il y a 15 ans, et elle a créé la marque Papille Créative, qui est un blog et en même temps une société qui fait de la cuisine thérapie, parce qu'elle a fait une formation d'art-thérapie où le média est la cuisine. Et donc... c'est très intéressant parce que elle fait finalement dans le fameux c'est moi qui l'ai fait, elle le rend intuitif et elle permet que les personnes qui ont du mal avec leur confiance en elles, par la cuisine, puissent arriver à se réapproprier leur confiance. Emmanuelle, à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors moi je vais vous parler de cuisine thérapie. Et essayer de vous montrer en quoi la cuisine peut être réellement un médiateur de développement personnel. Alors, qui suis-je? En quelques mots, même si Dominique l'a déjà dit, et comment j'en suis arrivée là surtout. Il y a quelques années, quand je recevais à dîner chez moi, je m'y prenais plusieurs jours, voire une semaine à l'avance, pour savoir ce que j'allais préparer comme plat, donc comme entrée, comme plat et comme dessert. Tout maison, évidemment, pour faire en sorte que ce soit le plus sain, le plus équilibré, le plus savoureux possible, et que ça plaise bien sûr à mes convives. Donc il y avait quand même beaucoup de perfectionnisme là-dedans, beaucoup de plaisir aussi bien sûr, mais beaucoup de perfectionnisme parce que j'y passais du temps et je prenais pas mal de temps à compulser des recettes et à essayer de me faire une idée de ce que j'allais bien pouvoir préparer. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la planète, sans mes recettes. Et je me suis rendu compte que quand on cuisine sans recette, eh bien, du coup, on a une autre façon d'appréhender la cuisine, qui est plus dans le plaisir, hein, comme l'évoquait Karine précédemment, et qui, en plus d'être plus dans le plaisir, plus dans l'intuition, m'a permis également de découvrir des choses sur moi et de lâcher avec le mental, avec le perfectionnisme qui pouvait être le mien. Du coup, j'ai lâché le poste que j'occupais dans un grand groupe industriel français depuis 15 ans, comme le mentionnait Dominique, et je me suis reconvertie en préparant soigneusement ma reconversion, aussi bien avec une formation d'art-thérapie et de relations d'aide qu'avec des modules de process-com, d'analyse transactionnelle ou encore de relaxation psychosensorielle. Alors, je vais vous présenter en fait ma conviction qui est chevillée au corps depuis 3 ans, même si j'ai créé Papille Créative qu'il y a 2 ans. Ma conviction, elle tient en un slide en fait. On a coutume de dire que la cuisine, ça permet de nourrir, donc de répondre à des besoins physiologiques, que ça permet de réjouir, donc répondre à des besoins psychologiques, que ça permet de réunir, donc répondre à des besoins sociaux. Moi, j'ai une conviction, c'est que la cuisine, ça permet aussi de se découvrir, et c'est tout l'objet de la cuisine thérapie et de ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, la cuisine thérapie, pourquoi faire ? Déjà pour se détendre, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet d'arriver à des notions de plaisir, de relaxation, de bien-être qui sont vraiment importantes. D'autant que dans cette cuisine que j'essaye de promouvoir, on est vraiment dans le côté ludique et jeu quand on passe derrière les fourneaux. Pour développer sa créativité et explorer sa confiance en soi.
La cuisine que je propose, c'est une cuisine qui est sans recette, qui est sans objectif de résultat et sans performance, sans pression par rapport à un résultat attendu. Également pour se reconnecter au sensoriel, que je sache, la cuisine c'est une des activités les plus complètes dans la vie quotidienne, qui parle de goût bien sûr, mais aussi de toucher, d'odorat, d'ouïe et de vue. Et ça permet justement de lâcher le mental, comme je le disais tout à l'heure, et de se reconnecter avec son corps. Mais j'ai la conviction que la cuisine, ça permet aussi de se redécouvrir. Alors quand je dis se découvrir, c'est à la fois mieux se connaître et mieux se comprendre, mais c'est aussi aller vers un mieux-être, et c'est enfin se transformer, s'émanciper, ériger ses propres règles, et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la présentation. Alors, pourquoi cuisine-thérapie? Pourquoi ce mot thérapie qui peut faire peur, peut être repoussoir même pour certaines personnes? Tout simplement parce que c'est très inspiré d'art-thérapie. Je ne sais pas si ça vous parle, l'art-thérapie. C'est une méthode d'accompagnement qui consiste à proposer un détour par la créativité ludique via un médiateur artistique. Alors ce médiateur artistique, ça peut être la peinture, le conte, l'écriture, la sculpture même. Le principe de cette activité créative, c'est qu'on va être dans un état d'absorption et de concentration très important, et que du coup, on va bypasser le côté mental qu'on peut avoir très présent dans nos vies quotidiennes et baisser en termes de vigilance pour voir émerger éventuellement des émotions, des ressentis personnels. Alors à ce stade, j'aimerais que vous gardiez en tête qu'il y a quelque chose qui est très important en termes d'art-thérapie, c'est que l'art-thérapeute n'est pas dans l'interprétation. Il part du principe que c'est à l'aider, donc à la personne qui vient suivre un atelier éventuellement, d'avoir les ressources pour interpréter et mettre du sens sur ce que cette personne a fait. Et donc en fait, on va vraiment s'intéresser, au processus créatif et au comment finalement. On ne va pas du tout s'intéresser au pourquoi et à l'histoire de la personne qui vient, mais vraiment à comment elle s'est sentie en créant, comment elle se sent en regardant son plat et comment elle s'y est prise dans son processus créatif. Alors, ce que n'est pas la cuisine-thérapie, je pense qu'à ce stade, vous avez compris que c'est évidemment pas Top Chef, ce serait même plutôt Stop Chef. Donc, c'est pas du tout cette cuisine-spectacle qu'on peut voir à la télé, c'est pas cette performance et cette course aux résultats qu'on peut voir derrière le petit écran, parce que cette cuisine-là, qui nous est présentée, elle a abouti à ce qu'on appelle la magéirocophobie. Alors pour une fois, c'est plus simple en anglais, c'est la Kitchen Performance Anxiety, donc la peur de se mettre derrière les fourneaux. Et je ne sais pas si vous avez la mesure de cette peur-là, mais moi j'ai énormément de gens qui viennent me voir et qui me disent « moi je ne sais pas cuisiner, je fais à manger ». Donc ils font vraiment la distinction, en fait, comme s'il y avait deux cuisines, une cuisine qui serait sophistiquée et compliquée, et une cuisine qui serait vraiment l'apanage des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre en cuisine. Donc c'est pas ça, d'autant que la pression en cuisine, elle est encore accélérée avec toutes les injonctions diététiques dont parlait Karine tout à l'heure, et avec toutes les crises qui ont amené de la défiance au niveau de l'alimentation, notamment en France. C'est pas ça non plus, même si c'est plus proche de ça. Donc ça, c'est de la culinothérapie, donc c'est ce qu'on observe dans certains hôpitaux, dans certaines maisons de retraite ou dans certaines prisons, donc à destination de publics fragilisés, où là, on est plus sur de retrouver du lien social, sur l'amélioration des fonctions cognitives, de l'autonomie, de la motricité. On n'est pas là-dedans dans les ateliers papier créative. Alors, comment ça marche? En fait, on revient aux fondamentaux. Quand on parle de cuisine intuitive, on revient à la définition toute simple de la cuisine qui, selon le Larousse, n'est jamais que préparer et accommoder des ingrédients de telle sorte qu'ils soient propres à la consommation et agréables au goût. Ce qui, à mon sens, est quand même accessible à la majeure partie d'entre nous. Donc c'est vraiment ça l'idée de la cuisine intuitive et de la cuisine-thérapie dont je vous parle également, c'est de revenir à ce fondamental-là de la cuisine. Alors, comment? Par l'intermédiaire des ateliers dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, ce sont des ateliers en petits groupes ou en séances individuelles où il y a une phase qui est très importante, c'est la phase du feedback où j'invite les personnes à mettre des mots sur ce qui s'est passé pour elles dans
dans le processus créatif. Ça peut se faire aussi par l'intermédiaire d'une lecture et d'un travail par rapport à un livre que j'ai édité aux éditions Jouvence qui s'appelle Cuisine Thérapie, dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es. Et ça se fait aussi par l'intermédiaire d'interventions, alors soit en entreprise, dans des séminaires d'équipe, soit j'ai pu travailler avec des patients toxicos, dans des maisons de retraite, bientôt dans une école de commerce. Donc il y a plusieurs moyens pour arriver à ça. Alors concrètement, parce que j'imagine que vous n'allez pas me croire sur juste ce que je vous dis. Dans les slides qui vont suivre, j'ai repris un certain nombre de visuels de plats qui ont été concoctés lors d'ateliers et qui, à mon sens, sont les meilleurs ambassadeurs de ce qui peut se passer dans un atelier de cuisine thérapie. Alors, il y a toujours un ingrédient principal dans un atelier. Tout ça pour contraindre la créativité et pour aider les personnes à se lancer. Et là, contre toute attente, l'ingrédient principal, c'était la courgette. C'est une chef qui venait... Oui, on est d'accord, ce n'est pas une courgette, mais pourtant l'ingrédient principal était la courgette. Et la chef qui venait sur cet atelier a effectivement travaillé la courgette, l'a émincée, fait rissoler, mélangée avec de la tomate, du fromage. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a mis, mais en tout cas, c'est mise en cuisine avec une courgette. Et puis elle me pose ça sur la table, donc grand moment de solitude pour moi, parce que je me demandais bien sûr ce qu'elle avait fait de sa courgette. Elle me pose ça et elle me dit voilà, ça c'est moi. C'est comme ça que les gens me voient. Je suis quelqu'un de rond, de lisse, assez brut de décoffrage. C'est comme ça que les gens me perçoivent et c'est ça que je donne à voir. C'est un peu le masque social que j'ai vis-à-vis des personnes que je rencontre. Mais en fait, à l'intérieur, il y a plein de choses. Plein de subtilités, plein de fragilités d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle va appeler son plat, plein de fragilités. Sauf que si je montre ça aux gens, je peux pas le montrer parce que sinon, je la cite, ça s'écroule. Et en fait, elle se rend compte et elle verbalise par l'intermédiaire de la tomate, qu'elle a bien entendu fourrée par le dessous, que effectivement, elle a deux masques, elle a deux personnalités, une personnalité avec un masque social qu'elle donne à voir à tous les gens qu'elle rencontre, et puis une personnalité plus intime qu'elle donne à voir à sa garde rapprochée. Autre exemple, ici, il s'agit d'un plat de prunes. Donc, c'est une personne qui parle d'un plat qu'elle nomme Histoire d'amour. Donc, ce sont deux demi-prunes qui se rencontrent, qui sont très différentes. Donc, une reine Claude et une quetch. La reine Claude qu'elle a aromatisée plutôt salée avec du sésame et un peu de vinaigre. La quetch plutôt avec de la confiture de prunes. Donc, me dit-elle, ce sont deux prunes très différentes qui vont fusionner, je la cite, et faire chemin commun au milieu. C'est ce que vous voyez au milieu. Et à l'issue desquelles, il y aura donc la Mirabelle en bout de course, symbole de leur union. Et elle me dit, j'ai été très émue à faire ce plat. Je lui dis, ah bon, et où était l'émotion? Elle me dit, quand j'étais au milieu, en train de faire en sorte que la rosace de prune tienne correctement, je n'y arrivais pas. C'était très contrariant et très frustrant parce que ça ne se passait pas du tout comme j'avais l'intention de faire et tout se cassait la figure. Et elle s'arrête et elle me dit, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était ça un couple, que ça marchait pas toujours du premier coup, qu'il fallait de temps en temps s'y prendre à plusieurs fois, faire et défaire, et que finalement ces prunes, c'était peut-être de ça qu'elle parlait. Autre exemple, la possibilité d'exprimer sa colère avec quelques ingrédients. Ici, c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'exprimer sa colère dans la vie réelle et qui fait gicler des carottes et des petits pois à l'extérieur du plat, mais qui prend quand même soin de mettre son tempérament à mettre des rondeurs, à mettre les formes, à être plutôt consensuel avec la petite compotée de pommes que vous voyez en bas de l'écran et qui lui permet de contenir un petit peu la colère qu'elle a besoin d'exprimer. Ici, toujours de la colère, une personne qui utilise une façon détournée d'exprimer sa colère en mentionnant que la moutarde lui monte au nez, c'est la première endive, qu'elle est rouge comme une tomate, c'est la deuxième endive, et qu'elle est verte de rage, c'est la troisième endive. Et qui, à l'issue de ce plat, me dit... Finalement, cette façon d'exprimer cette colère décalée, c'est vraiment moi. C'est une colère qui est froide, que je n'exprime pas dans le réel parce que je préfère donner la priorité aux autres sentiments. Mais c'est vrai que cette façon décalée et un peu humoristique de parler de ma colère, elle me ressemble pas mal.
Alors un autre exemple qui me tient à cœur également, il s'agit d'une très jeune femme qui souffre d'anorexie mentale et qui vient en individuel du coup dans un atelier et qui a la proposition d'explorer un sentiment ou une émotion qui lui tient à cœur, pose ce plat sur la table et qui me le décrit en me disant: j'ai utilisé de l'ardoise parce que mon passé est quand même assez sombre, mais j'avais envie de le transfigurer, de lui donner de la couleur, et c'est ce que j'ai fait notamment avec les quartiers d'orange, je la cite, qui sont des morceaux de gâteau dans lesquels il faudrait croquer dans cette vie-là. Elle utilise aussi les sucres en forme de trèfle pour parler de la chance. Elle utilise pas mal de choses autour de la légèreté, de la couleur. Et puis elle utilise aussi, vous le voyez, des barreaux, les barreaux blancs, qui sont les barreaux de sa prison intérieure. Et quand je m'étonne que ces barreaux sont fabriqués avec de la noix de coco, elle me dit oui, je voulais quelque chose de lumineux et quelque chose qui soit pas mastoc aussi, quelque chose qui soit pas trop lourd. Et évidemment, je lui ai proposé de souffler sur ces barreaux. Et bien entendu, elle s'est rendue compte en soufflant que les barreaux se volatilisaient assez facilement. Et elle a elle-même verbalisé que ces barreaux, c'était elle qui les avait placés et que de la même façon qu'elle les avait placés, elle pouvait les faire s'envoler assez facilement finalement au stade où elle en est aujourd'hui de sa rémission par rapport à sa maladie. Alors, et d'ailleurs, elle avait appelé son plat effectivement souffle de victoire. Alors, des exemples, il y en a beaucoup. Donc là, c'est une patiente qui me dit qu'elle n'a pas grand-chose à exprimer dans ce plat. S'il y a éventuellement quelque chose, elle est très contrariée par son mari qui lui a dit il faut absolument que tu ranges ce grenier, c'est plus possible, il y en a partout. Et qui fait ce plat en me disant je comprends pas parce qu'effectivement, il y a plein de choses, mais pour moi, c'est rangé. Elle appellera quand même son plat fouillis fouilla. Donc, je pense qu'avec quelques ingrédients, on peut quand même dire des choses de soi et laisser transparaître des facettes de sa personnalité. Alors, je pourrais continuer très longtemps parce que, comme Karine, je suis passionnée. Très rapidement, ici, c'est un homme endeuillé par la mort de sa femme qui présente un plat qui s'appelle Rencontre. Donc, la rencontre de 2 demi-tomates. Ici, une personne qui fait face à sa tristesse qu'elle n'avait pas vu venir en posant cette figue qui, je la cite, fait dans son froc toute seule dans la forêt, donc, et qui se laisse submerger par une vague de tristesse. Ici, une personne qui cherche un moment de réconfort et de cocooning et qui se représente sous la forme de cet œuf mollet qu'elle recouvre avec des feuilles d'épinards et des feuilles de jambon cru. Une personne qui fait la métaphore de l'entrepreneuriat et du fait qu'il faut qu'elle arrive à oser sa reconversion avec les petits pois qui sont en équilibre un peu précaire sur des monceaux, des lamelles de terre, des lamelles de terre sur l'eau. Une personne ici qui se rend compte en tout cas verbalise sa procrastination et verbalise qu'à la différence de la nature, elle ne produit pas, alors que la nature produit des fruits, des végétaux, des graines, etc. Une personne ici qui se dit aimer les choses simples et symétriques, l'ordre. Et enfin ici, la preuve, s'il en était besoin, qu'on n'a pas besoin de savoir cuisiner pour faire de la cuisine intuitive et de la cuisine thérapie, un homme qui représente son lieu ressource, un endroit dans les Landes où il se sent bien et où il a plaisir à se remémorer ses dernières vacances. Alors maintenant, je vais vous proposer de passer à l'expérimentation. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir cuisiner parce que le lieu ne s'y prête pas. Encore que il faudrait pas grand-chose pour se mettre en mouvement, parce que je le rappelle, cuisiner c'est pas forcément faire chauffer. Hein. On peut aussi juste assembler des aliments. Alors ce que je vais vous proposer pour essayer de vivre un petit peu cette cuisine thérapie de l'intérieur, je regarde juste le temps, comment je suis, c'est bon. Je vais vous proposer un premier petit exercice. Faites l'exercice de demander à votre voisin quel est son plat identitaire. Donc le plat qui parle de qui il est, de ses racines, de son histoire. Et prenez quelques instants pour échanger les uns avec les autres sur ce sujet-là.
J'ai soif. Alors, je vois que ça fait parler, c'est bien. Ce que j'ai envie de vous demander par rapport à cette expérience, c'est en quoi a consisté cette expérience? En quoi est-ce que c'est éventuellement différent de ce qui se passe d'habitude quand vous rencontrez quelqu'un? Et en quoi peut-être que ça peut être utile dans votre vie? C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on a plutôt tendance à lui demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton métier ?» Et du coup, on nous sert forcément un discours qui est très cognitif et qui est très mental, qu'on a, qui plus est, préparé à l'avance, parce qu'on dit la même chose à tout le monde, ou on ajuste un tout petit peu éventuellement son discours en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Quand on pose la question à quelqu'un de quel est son plat identitaire, on parle à son émotionnel, on parle à ses souvenirs, on parle à quelque chose qui est vraiment plus intime, charge à la personne de livrer, de savoir où elle veut mettre le curseur. Mais en tout cas, on parle de quelque chose qui relève vraiment du côté personnel et du côté presque intime en fait. Est-ce qu'il y en a un éventuellement qui veut partager son plat identitaire pour essayer de... Je remercie beaucoup cet exercice et cette oreille. Je viens d'avoir une révélation. C'est-à-dire que j'ai vu que j'avais deux concepts de places identitaires. Donc un d'origine qui n'est pas française, donc d'Europe centrale, avec tous les plats d'Europe centrale, russe, hongrois, etc. Donc ça, c'était un peu ça, comme ça. Donc ça, c'est l'émotionnel. Et l'autre chose, pour des raisons de santé réelle, mes parents, à un moment donné, ont été obligés d'être dans une restriction, donc plats sans sel et sans sauce, grillés, sains, légumes, etc. Et j'ai absorbé le premier concept, enfin le premier truc comme étant, j'ai du mal à supporter les plats identitaires d'autres origines, c'est-à-dire les plats français, les blanquettes, tout ça. Jamais. Et par contre, je me sens à la fois dans le sain S-A-I-N et dans le plaisir en mangeant des plats sains, mais qui me sont naturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obsession, de poids ou des choses comme ça. C'est complètement dans la norme, dans le plaisir. Mais c'est complètement dans le PNNS. Enfin, c'est globalement ça. Mais sans que je me rende compte. D'accord, donc complètement intériorisé finalement. Complètement intériorisé. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ouais, complètement. Merci. Alors voilà, donc ça c'était une première petite expérience qui, à mon sens, mérite. Je sais pas, faites l'exercice peut-être avec vos amis pour démarrer, et puis ensuite avec des gens que vous connaissez pas. Essayez de faire cet exercice, ça me paraît un exercice intéressant. Une deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous cuisinez avec ou sans recette? Alors posez-vous vous-même cette question quelques instants. Est-ce que ça vous arrive d'improviser en cuisine? Est-ce que vous détestez au contraire suivre une recette, suivre des règles? Est-ce que au contraire, quand vous n'avez pas votre recette, vous êtes complètement perdu? Et surtout par rapport à ces questions, en quoi ça fait écho à d'autres domaines de votre vie, et surtout en quoi vous pourriez faire différemment. Parce que c'est ça qui est intéressant finalement. C'est pour quelqu'un qui fait tout le temps avec une recette, est-ce qu'il pourrait faire différemment un jour? Et pour quelqu'un qui fait jamais avec recette, qui est toujours dans l'improvisation, est-ce qu'il pourrait un jour rentrer dans un canevas avec des règles à suivre, avec une procédure à suivre, etc. Donc posez-vous ces questions pour vous, évidemment. J'ai l'intuition que ça en dit beaucoup sur comment on est en cuisine, mais à mon sens pas que.
Je pense que certaines personnes qui ont du mal avec le fait de ne pas avoir de recettes ont peut-être, pas toujours, mais ont peut-être de temps en temps du mal aussi avec l'idée de partir en vacances sans que tout soit programmé à l'avance, sans que les hébergements soient déjà réservés, etc. Donc essayez de... Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais essayez de vous poser ce genre de questions. Et puis une dernière petite activité que je vous propose, vous avez une liste d'expressions culinaires ici. Alors il y en a beaucoup plus, moi j'en ai comptabilisé une centaine. La langue française est très riche de ce côté-là. Choisissez-en une spontanément, sans interférence avec le mental. Prenez-en une pour vous. C'est bon pour tout le monde? Chacun a pris la sienne? Et maintenant, ce que je vais vous demander sur cette expression, c'est en quoi elle vous est familière et en quoi elle parle de vous, en quoi elle vous plaît ou vous déplaît, et en quoi finalement elle reflète votre personnalité ou votre philosophie de vie. Alors là encore, prenez quelques instants pour vous, pour réfléchir à ces questions et voir si ça fait écho d'une façon ou d'une autre. Pareil, est-ce que Karine, par exemple, veut nous révéler son expression culinaire? En fait, moi, j'ai choisi être aux petits oignons. Ouais. Puis, pourquoi cette expression-là m'est familière? J'ai vraiment, moi, je vois vraiment les petits oignons dans le jardin. Oui. Ouais. Donc, j'ai vraiment cette vision-là. Puis, pourquoi elle parle de moi? Ben, spontanément, c'est comme ça que je me sens peut-être en lien avec ce voyage à Paris, les belles rencontres, la conférence de ce matin. Donc, je me sens petits oignons, je me sens choyée. Puis, en quoi ça reflète ma personnalité ou ma philosophie de vie? Je vais avoir tendance, moi, toujours à rechercher le plaisir. Donc, je vais travailler très, très fort, mais j'ai besoin d'avoir toujours ce petit bonus, cette petite attention qui va être agréable. Donc toi, c'est le côté attention et plaisir que tu mets derrière l'expression qui te reflète, enfin qui reflète bien qui tu es dans la vie, dans ta vie. Dans l'instant. Oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est des petites activités qui ont l'air de rien et ce qui, à mon avis, sur lesquelles on pourrait passer du temps. Enfin, je sais pas. Je vous invite éventuellement sur l'expression que vous avez choisie à vous poser un petit peu hors conférence et à vous demander ce que cette expression finalement reflète de vous ou d'un moment que vous vivez en ce moment. Alors, pourquoi ça marche? Parce que je peux vous dire que ça marche. J'ai, à ce jour, accompagné plus de 300 personnes sur le sujet. Parce que la cuisine, c'est un univers familier et accessible. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cuisiner, on a tous vu quelqu'un cuisiner autour de nous. Ce qui n'est pas le cas de la peinture, de la sculpture et des autres médiateurs artistiques dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, on peut être intimidé par la cuisine, on peut détester cuisiner, mais c'est de toute évidence un univers qui nous est familier. Ça marche aussi parce que c'est un univers qui est ludique et créatif et qui du coup nous permet un petit flashback régressif dans ce moment un peu magique où le simple fait d'avoir les mains dans des ingrédients nous permet de nous faire plaisir et de revenir dans le plaisir de faire. Ça marche également parce que, on l'a largement dit, c'est très sensoriel et c'est très axé autour des 5 sens et que ça permet du coup de lâcher le côté mental qu'on a surdéveloppé dans nos vies professionnelles et personnelles d'ailleurs. Ça marche enfin parce que c'est à la fois un médiateur qui est intime et qui est universel, c'est-à-dire qu'il parle à chacun de nous et il fait référence, il fait ressurgir des souvenirs, des choses qui nous sont personnelles et qui nous sont vraiment propres, et en même temps que tout le monde peut comprendre, que tout à chacun on peut avoir accès et comprendre facilement à partir du moment où la personne qu'on a en face de nous explique ce que ça vient révéler, ce que ça vient faire ressurgir chez elle. Et ça marche enfin parce que c'est un médiateur qui est très identitaire. Alors là, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais quand on parle de cuisine, on parle de qui on est, d'où on vient, et on parle aussi de qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de devenir, et notamment avec tous les choix qu'on fait à longueur de journée en termes d'alimentation et en termes de philosophie alimentaire.
Et puis ça marche bien sûr parce que c'est symbolique. La cuisine, elle est chargée de tout un tas de symboles qui nous racontent et nous permettent d'avoir accès aux autres et d'échanger et de partager avec les autres. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Une ou deux questions pour Emmanuel directement, et puis après on va se mettre toutes les trois, puis on va voir s'il y a plus de questions, puis j'en ai quelques-unes. Des questions pour Emmanuel ? Vos ateliers sont toujours à but thérapeutique, donc ce sont des gens qui sont en souffrance ou quel type de public en fait ? Alors en fait des publics très variés. C'est pas forcément thérapeutique, ça peut être juste, et je mets des guillemets parce que je trouve ça déjà essentiel, juste créatif. Les personnes qui viennent à ces ateliers, ça peut être soit des personnes qui ont envie de découvrir une nouvelle façon d'explorer leur créativité, qu'ils soient familiers avec l'univers de la cuisine ou pas d'ailleurs, soit des personnes qui ont besoin de retrouver confiance en eux, estime de soi, etc. Et Dominique mentionnait tout à l'heure que le simple fait de dire c'est moi qui l'ai fait, ça a un côté dopant au niveau de l'estime de soi. Soit des personnes qui ont effectivement quelque chose de spécifique à travailler, soit dans leur relation avec l'alimentation, soit dans leur rapport avec leur corps, soit... il y a tout un tas de sujets finalement pour lesquels une personne peut être intéressée par participer à un atelier. Ça, c'est pour la piste, c'est pour la cible, particulier. Et après, il y a évidemment d'autres attentes quand il s'agit de cibles professionnelles, entreprises. Ce que tu oublies de dire, Emmanuel, c'est la façon dont tu travailles. C'est-à-dire que, moi, je t'ai adressé plusieurs patientes déjà. C'est que tu as des cycles. Hein, tu peux peut-être expliquer que c'est sous forme de 3 cycles quand c'est vraiment dans une prise en charge. Bon, pour parler de la patiente que j'avais, une ou deux dont je me souviens bien, c'est qu'on avait vraiment travaillé sur l'alimentation intuitive, la restriction cognitive, c'est-à-dire qu'on avait fait un énorme travail. Et il restait ce truc comme ça, elle disait, j'arrive pas à faire les cours, j'arrive pas à cuisiner, je cuisine jamais pour moi, je cuisine toujours quand j'ai du monde, etc. Donc du coup, elle était venue. Elle avait assisté à 2 sur 3, je crois, parce que ils font pas tous le parcours. Tout à fait. Mais elle était revenue en disant, ça a été le plus de ce qu'on a fait ensemble. Donc en fait, c'est un outil. Hein, c'est un outil. Complètement. C'est un outil comme la danse-thérapie. Hein, ça nous arrive d'envoyer des gens qui disent, moi j'adore danser, j'aimerais redanser. Je suis grosse, mais je peux pas danser, par exemple, des choses comme ça. La danse-thérapie est pour nous nutritionnistes quelque chose de très intéressant. Donc pourquoi la cuisine-thérapie, c'est aussi un média. Ça peut être aussi que la musicothérapie, etc. Ça dépend aussi des patients. Je crois que c'est aussi pour des patients qui nous envoient, nous, nutritionnistes, la perche. Hein. C'est pas forcément... Fait, ouais. Après, je ne sais pas comment est ton recrutement, mais bon... Alors, en fait, effectivement, ma recommandation, en tout cas, c'est de faire plusieurs ateliers parce que l'homme est ainsi fait que la première fois qu'on se rencontre, on se regarde un petit peu comme ça et qu'au fur et à mesure, la confiance s'installe et que du coup, on va un petit peu plus loin à chaque fois. Donc le premier atelier, il sert justement à découvrir, à se laisser embarquer dans cet univers de créativité. Le deuxième atelier, à aller un petit peu plus loin et à se permettre un peu plus de choses et à aller du coup explorer des choses un peu plus intimes aussi en termes de développement personnel. Et puis le troisième, à ancrer les choses qui ont pu être découvertes. Après, en effet, la façon que j'ai de travailler, c'est vraiment de dire aux gens qu'il n'y a aucun objectif de résultat, qu'il n'y a pas de recette, pas d'élèves, pas de résultats à atteindre, pas de plat un peu original à créer et tout, et inviter les gens du coup à faire différemment de ce qu'ils font d'habitude, donc à oser des mariages différents, des associations qu'ils n'auraient peut-être pas fait dans la vie réelle, et le simple fait d'enlever cette contrainte de recette, ça a un côté magique parce que du coup les gens osent. Ils osent faire des choses. Moi je pense qu'il n'y a pas très longtemps un homme qui est venu me voir qui a commencé a eu une idée vraiment très spontanée. Il voulait faire un carpaccio de courgettes, il s'est relancé dans le carpaccio et au bout de 10 minutes il m'a regardé, il me dit mais ça se mange cru la courgette ? Voilà, il n'était pas du tout parti dans le côté mental, il était vraiment parti complètement spontanément et intuitivement avec ce qu'il avait envie de faire. Et après, effectivement, les quelques questions ont débarqué qu'il a facilement évacuées de sa tête. Donc c'est vraiment se reconnecter avec cette évidence-là qui est de cuisiner sans recette. Oui, madame ?
Merci. Oui, alors moi j'aurais une question plutôt à la première intervenante sur la partie développement de l'alimentation intuitive au Canada. Vous aviez laissé entendre dans l'introduction que vous allez nous parler un petit peu de ce développement dans le pays et comment ça se passe. Est-ce que ça a été repris dans certains programmes au niveau des autorités publiques et si oui, comment ? En fait, je vais pouvoir vous parler plus de la situation au Québec. Je vous dirais que moi, je forme des professionnels de la santé, surtout des nutritionnistes depuis l'année dernière, donc depuis 2016, c'est très récent. Il y a un engouement qui est présent, mais c'est aussi, je vous dirais, même les prédictions des nouvelles tendances 2017 en alimentation. L'alimentation intuitive s'y trouve, l'alimentation consciente. Donc, on voit qu'on est vraiment sur la vague présentement. Donc, c'est vraiment en développement. Donc, c'est pas quelque chose qui est implanté là, depuis longtemps. Par contre, en fouillant la littérature scientifique, je voyais qu'il y a une université américaine, et là, le nom m'échappe, je pourrais vérifier plus tard au besoin, mais où on enseigne un cours de 45 heures sur l'alimentation intuitive, un cours universitaire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, que ce soit dans les universités, même qu'il y a des étudiants en nutrition aussi qui suivent ma formation et qui disaient que ça devrait vraiment être enseigné à l'université. Donc, évidemment, on peut penser que c'est pas qu'on veut pas le faire, mais c'est quand même encore assez récent, donc le temps d'avoir davantage de littérature, de laisser le temps d'implanter tout ça, mais je crois que c'est une tendance qui est là pour rester. C'est ma prédiction. Justement, par rapport à ça, tu as mentionné la journée sans diète du 6 mai. Oui. Et alors, comment c'est perçu cette journée parce que là, les gens qui ont vu ces affiches-là, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que ça a été évalué justement? Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, en fait, ça fait cette année, parce que cette journée-là, elle est célébrée partout dans le monde. C'est une dame anglaise là, qui avait créé cette journée-là justement pour questionner notre relation avec la nourriture, avec notre corps aussi. Et puis auprès de l'organisme Équilibre, qui est à Montréal. Eux, en fait, en 2017, c'est la 10e année où on va souligner cette journée-là, qui est le 6 mai là, de chaque année. Puis, j'ai pas de chiffres exacts, mais c'est une journée qui est toujours très populaire. Entre autres, là, celle sur le cycle de la privation. Là, c'était l'édition 2015 qui n'était pas besoin de se priver pour bien manger. Donc, il y a toujours des outils à télécharger pour les différents milieux, des activités clés en main pour conscientiser le plus de personnes possible. Et je sais qu'à chaque année, il y a toujours une augmentation. C'est très téléchargé, c'est sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est quand même très important, là, même si j'ai pas de chiffres exacts. Oui, non, ça c'est intéressant. Je sais pas, en France, c'est assez confidentiel. Moi, j'ai jamais, je l'ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu avec des affiches en tous les cas. Avis, oui, madame. Je voulais savoir quelle est la situation en France. Alors, c'est une bonne question. Je peux répondre peut-être. Oui, donc l'alimentation intuitive, alors comme je disais tout à l'heure, depuis très longtemps, nous, en tous les cas, dans le service du professeur Guigrand et du professeur Badevant, et puis dans d'autres endroits, dans d'autres services, on en faisait, entre guillemets, sans l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on a tous ces principes. On avait tous lu le livre de Danielle Bourque, je ne sais pas, c'est il y a 20 ans, 30 ans, qui était une Canadienne qui avait déjà mis en place, elle s'appelait « À 10 kilos du bonheur ». Alors lisez ce livre, qui est un livre qui a été réédité, qui a été un des premiers livres qui nous a... Bon, et puis bien sûr, tous les travaux de Michel Lebarzik, etc., qui ont été antérieurs à la fondation du GROS. Après, il y a eu le GROS, effectivement, le groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids. Ils ont on va dire, rationalisé, expliqué, mis en place, fait des livres, mais en fait, c'est des choses que l'on faisait depuis longtemps. C'est-à-dire, et en fait, les articles se sont un peu
réunis et ça fait longtemps qu'en fait qu'on fait de l'alimentation intuitive sans l'appeler comme ça. Donc ce qui est intéressant dans le topo de Karine, c'est qu'elle l'a bien mis en 10 objectifs, que c'est les 10 principes, c'est les mêmes 10 principes d'ailleurs de Tilka, mais ce sont des choses que nous nutritionnistes on fait déjà. Enfin moi je le fais depuis longtemps, et c'est vrai que depuis que les choses sont un petit peu rationalisées, sont un peu plus mis sous forme d'objectifs, on arrive un peu plus avec les patients à travailler sur un objectif, puis un autre, etc. Mais moi, ça fait assez longtemps que je le pratique. Alors, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a des scores. Il y a des scores d'alimentation intuitive qui sont très intéressants. Moi, je m'en sers maintenant assez souvent. Dès la première consultation, je fais faire un score. Et puis, 6 mois plus tard, je refais faire le score. Alors, les scores se sont un peu perfectionnés. Hein. Il y en a tu peux peut-être en parler. C'est les études de Tilka. Hein. Ouais, de Tilka. Puis, en fait, il y a des sous-échelles. C'est un questionnaire qui est validé scientifiquement, donc qu'on peut utiliser en recherche. Moi, il faisait partie de ma thèse. Là, il est traduit en français. Oui, il est traduit en français aussi. Puis, il y a des sous-échelles. Donc, entre autres, on va mesurer est-ce qu'on se donne la permission inconditionnelle de manger. Donc, ça, c'est quand on a faim. Est-ce qu'on mange les aliments souhaités? Donc, il y a différents items. Est-ce qu'on mange pour des raisons physiques plutôt qu'émotionnelles? Donc, ça aussi, il y a quelques questions qui vont nous permettre de valider ça. Donc, ça peut être intéressant, là, justement, pour une personne de voir le progrès. Là. Oui, moi, je fais passer le test en début de consultation. Je leur dis, vous le remplissez tout de suite et puis je vais vous faire travailler, puis quand je vous revois, vous me le donnez, puis on le regarde pas, et on le regardera dans 6 mois pour voir un peu comment est l'évolution. Et je le refais avec elle 6 mois plus tard, et on voit l'évolution. Donc bon, je prends le premier, mais le deuxième a été traduit par une équipe française, par l'équipe d'une fille qui s'appelle Camille Léry, hein, qui en a fait une thèse d'ailleurs, qui est téléchargeable, je crois, ou pas, je sais pas, mais en tous les cas, je pourrais vous donner. Mais tu l'as donné, la référence de Camille Léry. C'est la première référence. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ces scores, soit si on travaille par exemple dans un protocole, c'est intéressant de l'avoir au début puis de le faire à la fin de l'étude par exemple. Ça c'est une bonne idée. Voilà. Oui. C'est intéressant parce que comme tu disais Dominique Adel, en fait c'est une approche qui n'était pas nommée alimentation intuitive, mais si on regarde des extraits de Jean Trémolière en 1975, il parlait déjà dans ce langage-là, alors que des fois notre discours détonne un petit peu et est interprété comme avant-gardiste, alors qu'il y a 40 ans, quelqu'un avait déjà ce discours-là. Donc, se rendre compte que ça fonctionne bien en pratique, et maintenant, on devient de plus en plus solidement appuyé par la science avec la nouvelle littérature qui est très récente, donc c'est agréable. Ouais, c'est pour ça que l'Institut Benjamin Lesser t'a décerné le prix Trémolière d'ailleurs, il y a 3 ans. Moi j'avais une remarque pour Emmanuel, c'est par rapport aux 5 sens. Donc quand on travaille sur l'alimentation intuitive, on travaille beaucoup sur les 5 sens, puisqu'on fait, pour certains, en tous les cas pour moi, des dégustations avec les patients au cabinet, enfin, ou en groupe, puisque j'anime des groupes aussi. Les 5 sens, la dégustation, c'est les 5 sens, et la cuisine, c'est les 5 sens. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc quand on a travaillé les 5 sens avec les patients, qu'on leur a fait participer à certains moments de dégustation, c'est une étape suivante, quoi. C'est une étape suivante. Et souvent, sans les envoyer forcément, je travaille beaucoup sur la cuisine en leur disant, mais regardez, la cuisine, c'est les 5 sens, on vient de le faire. Donc, essayez quand vous cuisinez à dire, mais c'est une corvée, de ne pas le voir juste une fois, de ne pas le voir comme une corvée, et de dire, comment ça sent, comment ça croque, comment je touche, comment je malaxe. Les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment toucher, ils aiment sentir, amenez-les. Tout ça, et ça participe à... On sait, les 5 sens, à recentrer sur soi, et ça aide aussi pour les signaux, etc. Donc, tout ça est un tout. Et effectivement, un atelier avec toi, ça peut continuer et performer quelque chose qui bloquerait ou qui n'irait pas. Madame? Merci. Je voulais voir avec vous comment vous vous situez face aux alimentations particulières, comme dit Fischler, c'est-à-dire toutes ces dérives spirituelles ou idéologiques des les anti-lait, les anti-gluten, voire le bio, la macrobiote, etc. Pardon. Où l'on aurait tendance là, enfin c'est partisans d'une alimentation saine, mais basée quand même sur des idéologies,
aurait tendance à conduire soit à l'orthorexie, soit à une marginalisation. Et j'aimerais savoir un peu comment vous associez l'idée de la cuisine intuitive, enfin de la cuisine créative, de l'intuition, du plaisir, à cette tendance qui est plus qu'émergente. Alors, moi, ça va être très facile de répondre. Dans les ateliers que je pratique en cuisine intuitive, chacun travaille pour soi. Donc, c'est des plats individuels que les personnes sont invitées à faire. Et du coup, il y a effectivement un ingrédient incontournable, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, il y a une épicerie avec des épices, des huiles diverses et variées, des herbes aromatiques, du fromage, la charcuterie, etc. Et du coup, comme chacun fait son plat, chacun fait ce qu'il a envie de manger. Et ce qui est assez étonnant, alors évidemment, après, la liberté est offerte à chacun de partager ou pas son plat à la fin et de le déguster avec les autres. Oui, parce que quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'en art-thérapie, la production appartient à la personne. Donc elle peut décider, et ça m'est arrivé une fois ou deux, de ne pas partager son plat parce qu'il y a des choses qui sont trop importantes, trop émotionnelles dedans. Donc finalement, la question ne se pose pas. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de propagande dans ce genre d'atelier. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais en tout cas, il n'y a pas de personne qui essaye de convaincre l'autre que tel ou tel ingrédient ne devrait pas être mangé. Parce que ce que je pose comme cadre dès le départ, c'est le côté bienveillance et non-jugement, et chacun est là pour explorer quelque chose de soi. Donc il n'y a pas du tout ce côté... voilà. Vous me rappelez un billet de blog que j'ai écrit, Les aliments sains. Donc, on nous dit sans gluten, sans gras, sans sucre, et moi j'ajoute et sans goût. Donc, c'est intéressant. D'un côté, on voit que le nombre de cas d'allergie, d'intolérance est en augmentation, ça c'est une chose, mais on assiste aussi à des personnes en fait qui volontairement vont retirer beaucoup d'ingrédients, d'aliments, ça devient très restrictif. Donc moi je trouve ça intéressant du point de vue du pourquoi. En fait, est-ce que c'est souvent un besoin de contrôler, une peur de manger qui s'installe peut-être? Donc je vous dirais qu'évidemment c'est pas on le voit plus au niveau de la population. C'est pas les gens qui viennent de me consulter nécessairement. Mais je pense que du côté du plaisir alimentaire, on dirait que ça prend un peu le côté. Donc, je pense que c'est des questions qui sont très intéressantes sur lesquelles je me penche. Mais je crois que c'est un besoin de contrôler et de voir d'où vient ce besoin-là. Un contrôle excessif qui met même le plaisir de côté, qui... manger ensemble devient difficile. Ça, c'est une très bonne question, mais je crois que le professionnel doit avoir ses convictions, mais des convictions scientifiques, comme la journée qu'on a écoutée hier justement sur tous ces régimes. Il faut qu'on apprenne, qu'on soit très bien dans nos bottes sur nos convictions scientifiques et on sait d'où on est. Et à partir de ce moment-là, on peut dire aux gens, voilà ce que je pense, puis après, vous pouvez éventuellement arrêter le lait ou le gluten. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait dans notre tête des références scientifiques, même si on les étale pas. C'est vraiment très important de faire ça. Oui, une question. Oui, alors justement sur ce sujet, est-ce que l'alimentation intuitive est adaptée aux sujets souffrant de troubles du comportement alimentaire et les adaptations sont-elles nécessaires? En fait, il y a un article justement intéressant sur les auteurs de l'alimentation intuitive où on voit que l'alimentation intuitive ne s'y prête pas lorsqu'on est dans la phase aiguë de la maladie. Par exemple, j'ai anorexie, boulimie. Quand c'est la période que j'appelle la période de crise, à ce moment-là, c'est plus au niveau d'une... Bon, on est un peu dans l'urgence de la situation, une équipe multidisciplinaire, mais par la suite, quand il y a des progrès qui sont déjà amorcés, à ce moment-là, ça devient intéressant d'appliquer ce type d'alimentation-là parce que, comme je disais tantôt, l'alimentation intuitive, c'est pas seulement l'absence de troubles de comportement alimentaire, c'est un bonus, c'est du positif. Donc, ça se peut, entre autres, une personne qui a souffert de troubles alimentaires soit en rémission, que ça aille mieux, mais ça nous permet d'ajouter cet aspect positif-là à l'alimentation qui est à travailler. Je voulais une question, moi, puisque pour Emmanuel. Est-ce qu'il y a des évaluations qui ont été faites ? Alors, pas encore. Ça m'intéresserait d'ailleurs. Non, pas encore parce que la cuisine thérapie, ça existe depuis 2 ans.
en tout cas telle que je la pratique. Donc c'est vrai que j'ai pas encore le retour suffisant pour savoir comment ça peut se passer dans la durée. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis convaincue, et je ne suis pas convaincue toute seule, les personnes qui viennent me font ces témoignages-là, que ça permet un déclic. J'ai l'exemple en tête d'une personne qui venait il n'y a pas très longtemps, qui s'est sentie mal en début d'atelier en me disant je me sens pas très bien, je crois que je suis très angoissée par l'idée de cuisiner. Ma mère cuisinait très bien, mon mari cuisine très bien, c'est vraiment un univers qui est compliqué pour moi. Je l'ai rassurée comme j'ai pu, je lui ai demandé d'assister à l'atelier malgré tout, ce qu'elle a fait. Et à la fin de l'atelier, donc au bout de 3 heures, elle m'a dit je crois que je serai jamais un chef, mais en tout cas je suis capable de donner du plaisir aux gens en cuisinant. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un déclic qui, je pense, peut s'installer dans la durée. Après, j'ai pas fait d'études à proprement parler encore, mais je serais intéressée par le faire pour voir comment ça s'inscrit. Il faut fabriquer des scores. C'est ça. C'est ça. Et par la suite, faire des corrélations avec l'alimentation intuitive. Oui, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il faut avoir travaillé l'alimentation intuitive avant. Je suis pas sûre que quelqu'un qui soit vraiment dans une restriction cognitive très marquée, très forte, qui vienne directement, en tous les cas, moi, je t'enverrai pas quelqu'un direct. Je crois qu'il faut avoir travaillé l'alimentation, travailler la restriction cognitive, qui est plus de restriction cognitive, parce que c'est le premier temps du nutritionniste, parce que il y a des crises dans les troubles du comportement alimentaire dont on parlait tout à l'heure. Il y a des crises qui sont dues à la restriction. Nous, notre travail de nutritionniste, c'est de travailler les crises, les compulsions qui sont dues à la restriction, cognitive, qui n'est pas une restriction calorique, qui est une restriction psychique. C'est un phénomène, c'est un comportement psychique, la restriction cognitive. Et une fois qu'il y a moins de restrictions cognitives, il peut rester des grosses compulsions qui sont dues au malaise, au mal-être, au travail, à autre chose. Ça, c'est peut-être un travail qu'on peut faire avec un psychologue ou un psychothérapeute. Mais du coup, je pense qu'il vaut mieux t'adresser des gens, il me semble, que des gens, il me semble, mais après... Alors, c'est vrai pour les patients qui sont en restriction cognitive. Mais comme je le disais à la personne qui me posait la question des cibles tout à l'heure, il y a tout un tas de personnes qui viennent en cuisine-thérapie, pas du tout parce qu'ils ont un problème avec leur rapport à l'alimentation, mais tout simplement parce qu'ils ont envie de retrouver de la confiance en eux, qu'ils ont envie d'explorer leur relation à la cuisine, par exemple. Et dans ce cas-là, ouais. En restriction cognitive. Un micro. C'est pour Emmanuel aussi. Je voulais savoir si vous avez travaillé sur la transformation des aliments, c'est-à-dire que c'est pas pareil de les faire rissoler, frire, cuire, bouillir, griller, etc. Donc chaque mode de transformation est relié quand même à du symbolique, à de l'émotionnel et à de la culture, etc. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'exprime dans vos retours ? Alors, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille. J'ai une formation de reconversion culinaire à l'atelier des chefs, mais j'ai un positionnement qui est assez particulier en tant qu'art thérapeute. C'est que je ne suis pas là pour transmettre un savoir ou un savoir-faire, et du coup, la personne fait exactement comme elle le sent. Ça peut arriver qu'une personne soit bloquée et ait besoin d'un conseil, parce que sinon, elle va pas être satisfaite de ce qu'elle aura fait. Mais en règle générale, j'ai un geste qui est assez confort pour moi en tant qu'animatrice. C'est quand j'ai une question sur « et ça, je peux le faire, et comment je fais ci, etc. » Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens, toi ? C'est pas ça. Alors, je vous ai mal compris. Il y a des crudivores maintenant qui ne supportent pas de faire cuire. Et quand on fait cuire, il y a des différents choix entre faire griller vite fait et prendre juste la viande ou le poisson, ou les faire bouillir, etc. Et ça renvoie à des mécaniques internes qui ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Mais c'est pas du tout une question de savoir culinaire. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, à date, j'ai pas eu de travail de ce genre à faire avec des participants aux ateliers. Oui, j'ai une question pour Emmanuel. Qu'est-ce que vous pensez des ateliers de cuisine qui sont organisés par certaines municipalités au profit de personnes défavorisées
pour créer du lien social, pour envoyer des messages diététiques aussi. Est-ce que c'est positif? Pour moi, c'est extrêmement positif. Moi, j'ai la sensation que dans les ateliers de cuisine payants, on apprend à faire des plats compliqués, on apprend à reproduire des recettes de chefs, etc. C'est bien. Mais il me semble qu'il y a toute une partie de la population qui ne sait pas cuisiner des choses simples. Il y a le b.a.-ba de la cuisine, comment faire une omelette, comment faire une quiche, y compris même comment faire cuire des pâtes, que je pense que certaines personnes n'ont pas. Et du coup, ce genre d'ateliers culinaires qui sont proposés par les collectivités sont, à mon sens, hyper positifs parce qu'ils permettent de redonner confiance dans une cuisine de tous les jours et une cuisine simple, accessible à tout le monde. Pour rebondir, bonjour, et merci beaucoup à toutes les trois pour la lumière de ce matin. Pour rebondir sur ce que vous commentiez à l'instant et votre réponse, j'ai l'impression que tout ce qui favorise la transmission est bon à prendre, en fait, puisque je me disais en vous écoutant que les gens qui passent entre vos mains ou dans vos ateliers sont ensuite des ambassadeurs et des très bons relais de cette pratique auprès de leur famille, de leurs enfants, voire de leurs amis, c'est-à-dire faire. Et on peut penser que ceux qui, dans notre population aujourd'hui, et nous parfois aussi, mangent mal, on parle du mal manger, du bien manger, etc., souffrent de cette absence de transmission, finalement, de « je le fais », enfin, d'avoir appris à faire et à créer, ce qui est aussi très intéressant pour l'homo sapiens en général. Merci. Tout à fait, oui. Cette histoire de transmission, elle est vraiment essentielle et vraiment au cœur de ces ateliers-là, parce que, comme vous le disiez, une personne qui se rend compte que c'est moi qui l'ai fait, pour reprendre l'expression qui est quand même très symptomatique de ce qui peut se passer, et ben, du coup, elle va être tentée de reproduire l'exploit et de effectivement transmettre la bonne parole aux gens qui l'entourent et de les encourager quelque part à se lancer ces mini-défis quotidiens en cuisine. Est-ce que tu as déjà fait des ateliers avec des enfants ou des adolescents ? Oui, j'en ai fait quelques-uns, pas énormément, parce que moi, ce qui m'intéresse avec les enfants, c'est exactement comme avec les adultes, c'est les inviter à explorer leur créativité en cuisine, à se reconnecter avec leurs sens, à imaginer des choses un petit peu différentes et tout. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants que j'ai pu croiser en atelier, il y avait plus, de la part des parents bien sûr, il y avait plus une attente de faire des cookies, faire des crêpes, et ça c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc j'aimerais beaucoup dans les écoles dites un peu alternatives aller proposer quelque chose de différent, mais sous l'angle vraiment se reconnecter avec soi, être vraiment dans l'apprentissage de la tolérance, de la créativité que permet la cuisine, et pas du tout le côté éducation nutritionnelle et recettes, quoi. Pour compléter le commentaire qui avait été fait avant, moi, je dis souvent pour l'alimentation intuitive, mais ça peut s'appliquer pour la cuisine créative aussi, que j'aime beaucoup transmettre cette approche-là parce qu'on montre aux personnes, on ne donne pas du poisson à quelqu'un, on lui montre à pêcher. Donc, comme une forme d'autonomie, on ne dit pas quoi faire et comment le faire. On est plus, je vais parler pour moi, mais plus comme des guides pour développer sa propre façon de faire, tout en sachant qu'il y a plusieurs bonnes façons de faire. Il n'y en a pas seulement une. Donc, c'est moins rigide, il y a de la flexibilité, donc ça laisse place à la créativité. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Oui, moi j'aurais une question encore sur l'alimentation intuitive. Est-ce que ça n'implique pas quand même une certaine culture, une certaine éducation du goût pour aller vers une diversité d'aliments, et que cette éducation du goût, elle n'a pas forcément été faite dans l'enfance, et du coup on a une restriction, en fait, on est toujours orienté vers les mêmes aliments. Est-ce que ça pose un problème dans votre pratique ?
Bien, en fait, on a le principe 6, là, découvrir la satisfaction et le plaisir de manger, où on va s'attarder aux caractéristiques sensorielles des aliments. Donc, si on n'a pas fait ça dans l'enfance, si c'est pas quelque chose qui nous a été transmis, on peut l'apprendre à l'instant même. Donc, de découvrir, par exemple, des aliments nouveaux, d'être capable aussi de décrire les aliments qu'on mange, et pas dans le but de devenir un expert, mais vraiment pour être capable de verbaliser nos préférences alimentaires. Donc, est-ce que j'ai envie de manger chaud, froid? Est-ce que j'ai le goût de manger sucré? Est-ce que j'ai le goût de manger salé? Donc, il y a vraiment plusieurs questions à se poser, vraiment pour se reconnecter, pour être satisfait de ce qu'on va manger à ce moment-là, plutôt que ça se fasse de façon automatique. Donc, c'est quelque chose d'intéressant là, à travailler. Et je vous dirais, et là, je mentionne encore l'organisme Équilibre, mais dans la Journée internationale sans diète de 2016, il y a un outil qui a été développé, qui est disponible en ligne, et ça s'appelle un repas plein de sens. Donc, ça, c'est une dégustation en 10 étapes. Donc, qui nous permet justement de s'attarder à ce qu'on est en train de manger. On va parler aussi des signaux de faim, de rassasiement, parce que tout ça, c'est des pièces d'un casse-tête. Mais donc, pour aider là, concrètement en ce sens-là. S'il n'y a pas une autre question, je vais te dire, il y a certains patients qui ont eu des passés de régime et qui ont dit je mange pas ci, je mange pas ça. Bon, alors ils me disent ok, j'ai compris, mais alors maintenant je suis paniquée parce que si j'ai pas faim, que j'ai envie de manger, qu'est-ce que je fais? Et si je mange trop, qu'est-ce que je fais? Ça devient aussi finalement un dogme. Et là du coup c'est difficile. Hein. Il y a des patients qui ont du mal et qui ont du mal à lâcher et du coup qui disent là vous vous rendez compte, j'ai pas arrêté de manger sans faim cette fois-ci et c'est pas bien et du coup remettre le petit vélo dans la tête de c'est pas bien, j'ai mangé sans faim et puis je me suis arrêtée trop tard et du coup on se retrouve avec finalement une restriction ailleurs. En fait, c'est aborder l'alimentation intuitive, mais comme un nouveau régime. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est ce qu'on ne veut pas, c'est une solution de rechange au régime, mais il ne faut pas le voir comme ça. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise, une diminution du contrôle qui doit se faire à ce moment-là, et on n'est pas dans la perfection. Hein. Moi, je dis souvent à mes clients, tu sais, que je vais voir, disons, aux 2 semaines et qui s'attendent à manger selon leurs signaux au bout de 2 semaines. Mais je me dis, si c'était comme ça, moi, ça m'inquiéterait. Parce que c'est quelque chose qu'on doit réapprendre. Donc, on apprend à manger plus librement, à diminuer le contrôle. Puis, si on mange 10% du temps selon nos signaux de faim et rassasiement, bien, c'est déjà un 10% qui n'était pas là avant. Donc, tranquillement, il faut se donner des semaines et des mois. Là. Donc, si c'est fait instantanément, c'est pas positif, au contraire. Il faut pas penser dans le j'ai bien réussi ou non. Faut pas voir ça comme ça, mais c'est vrai que pour des personnes qui ont fait beaucoup de régimes, il faut apprendre à décrocher, hein, à laisser son corps s'exprimer, laisser être. Donc oui, c'est un travail parfois qui est difficile, plus difficile pour certaines personnes. Merci beaucoup Emmanuel et Karine. C'était vraiment très intéressant de voir vos expériences mutuelles.